c'est un sujet, les logiciels libres, les logiciels open source, qui est vraiment intéressant, mais qui a aussi une composante assez technique au niveau de l'informatique même, puis des fois, je vais aller chercher certains de ces concepts-là. Donc, si c'est trop complexe, faites juste dire « wow, ok, on va arrêter », ou sinon je vais voir le regard du chevreuil dans les headlights, comme on dit. Donc, c'est ça, évidemment, le disclaimer qui s'applique et que c'est mes propres opinions, mes propres constats, et non ceux de mon employeur actuel ou encore ceux du bureau où j'œuvrais avant. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'informatique, beaucoup avec des entreprises émergentes ici à Montréal, beaucoup dans la scène start-up, comme on dit, mais aussi en fusion-acquisition. Donc, je vais essayer tout le temps de garder ça pertinent et de rallier ce thème-là au niveau pratique ou dans le quotidien des entreprises, dans les domaines technologiques, en quoi c'est pertinent ce thème-là. Donc, je dis entre l'arbre et l'écorce, un peu pour dire qu'on parle d'appropriation de logiciels libres. Donc, vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a peut-être quelque chose qui semble être contradictoire dans ces thèmes-là. Mais vous allez voir qu'il y a peut-être un petit espace où c'est possible. Donc voilà, sans plus tarder. Qu'est-ce qu'un logiciel libre? Un logiciel libre, on entend souvent plus l'expression anglophone « open source software ». Et donc, un logiciel libre, c'est un logiciel, donc du code informatique, qui est rendu disponible gratuitement sur Internet, sur ce qu'on appelle des repositoires, des sites, là, dans le fond, où il y a beaucoup de code qui est déposé par les gens, et les gens y contribuent, et puis finalement mettent l'épaule à la roue pour créer une espèce de bien commun de logiciels qui sont accessibles. Donc, mon point, donc, en reprenant ici Falardeau, la liberté n'est pas une marque de yogourt, donc on ne parle pas nécessairement de liberté au sens propre du terme, c'est-à-dire on ne parle pas de liberté dans le sens du free-for-all ou de l'emploi sans restriction, c'est plutôt la liberté vue dans un sens où les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que oui, il y a des conditions qui sont liées à l'emploi, mais ces conditions-là ne sont pas dictées par la fin. C'est-à-dire que les gens peuvent se servir des logiciels, ils sont libres de le faire, et puis ils sont librement accessibles. Et donc, c'est plus une liberté d'accès que d'une liberté nécessairement plus liée, si vous voulez, à l'emploi. Donc là, au niveau, si vous voulez, conceptuel ou idéologique, même parfois dans ce domaine-là, l'objectif fondamental des licences open source, c'est d'empêcher l'appropriation du code sous-jacent, d'empêcher cette privatisation-là, pour que finalement ce bien commun-là, duquel les gens puisent, ben, il reste bien vivant. Et donc, ce qui mène à dire pourquoi cette conférence, on aurait pu régler le tout en une diapo. C'est plutôt pour dire que dans toutes ces subtilités-là, dans les différentes licences qui existent et autres, il y a clairement une petite sphère dans laquelle cette appropriation-là, sous certains paramètres, elle peut exister. Pour réconcilier l'open source ou mieux le comprendre, il faut vraiment le mettre en opposition au concept de base en propriété intellectuelle. Donc, qui dit propriété intellectuelle, dit droit d'exclure, dit injonction, évidemment, parce qu'un droit de propriété intellectuelle, c'est essentiellement ça. C'est la capacité de mettre des petites clôtures autour d'un bout de terrain, si vous voulez, et puis d'exclure les gens d'y passer. Et donc ici, est-ce qu'on dit que la liberté d'accès est en contradiction avec la propriété intellectuelle? C'est pas nécessairement le cas. En fait, il faut plutôt voir la licence open source comme une licence. C'est un contrat, c'est quelque chose qui existe entre l'auteur, le détenteur des droits, et les gens qui y accèdent. Donc, il y a beaucoup de gens qui, en analysant ou en considérant les licences open source, vont parler de quelque chose qui est à contre-courant de la propriété intellectuelle. Ce qui est entièrement faux, parce que, ultimement, les logiciels open source viennent parfaitement embrasser le droit d'auteur et puis arriver avec des licences qui sont en apparence toutes simples, mais qui peuvent aussi parfois être très, très, très restrictives. Donc, ici, mettez-vous vraiment là, dans une mentalité qu'on parle de contrat en bonne et due forme, et non pas d'un espèce de buffet, si vous voulez, où il n'y a pas de règles applicables. Les types de licences open source, ben, ils sont nombreuses. Ils vont de quelques lignes ou même 2 lignes à des pages et des pages et des pages. Donc vraiment, il y a tout un spectre. Donc encore là, de parler d'open source, c'est quelque chose qui est assez réducteur. Je vais essayer au cours de la conférence de montrer les parallèles, les différences entre les grands types de licences applicables.
À la fin, si jamais il y en a certaines qui vous accrochent, je peux évidemment vous donner des références ou plus de détails pour que vous puissiez les étudier vous-même. Je pense que le point de départ pour voir cette variabilité-là, c'est de contraster la GNU Public License, qu'on appelle communément la GPL, qui est rendue à sa 3e version. La GPL, c'est une version qu'on dit copyleft, donc une licence qui est très, très, très restrictive et qui fait plusieurs pages, qui amène plusieurs concepts vraiment intéressants. Puis en fait, en lisant cette licence-là, c'est là où on voit vraiment toute la gamme de restrictions qu'une licence open source peut avoir. Contrastons avec la licence Beerware. La première fois que je l'ai vu, en fait, ça me faisait vraiment rire. Je faisais une vérification diligente pour un client. Donc, dans le contexte de fusion-acquisition d'entreprise, quand on représente l'investisseur ou encore la compagnie, évidemment, on fait une inspection, si on veut. C'est comme ouvrir le capot d'une voiture puis inspecter le moteur. Mais dans les entreprises technologiques, comment les gens emploient l'open source, c'est évidemment une composante de cette vérification-là. Et puis la manière que ça fonctionne habituellement, si tu es du côté investisseur, si tu représentes l'investisseur, tu demandes aux gens, OK, fournissez-nous votre liste de logiciels open source, la nature de l'emploi que vous en faites, la licence applicable, etc. Et puis après ça, mon travail, c'était de regarder les licences, de regarder les emplois qui en étaient faits, et puis finalement de conseiller le client, l'investisseur, à savoir, est-ce qu'il y a un problème ou pas. À l'inverse, quand on est du côté de l'entreprise, on prépare ces tableaux-là, puis on essaie d'amener ces entrepreneurs finalement à la table pour finalement qu'ils expliquent qu'est-ce qu'il y en a, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est ça que je disais, la licence Beerware, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit Beerware, mais qu'est-ce que c'est? Et puis on cherche, et puis tu vas sur, il y a un site qui s'appelle GitHub, qui en fait vraiment tout un endroit pour trouver plein de logiciels open source et tout. Et là, j'arrive Beerware, je dis Beerware, mais qu'est-ce que c'est? Et là, tu lis la licence et elle fait 2 lignes et ça dit « Si jamais vous faites emploi de ce logiciel et vous êtes utile, mon nom est un tel et si jamais vous me croisez, payez-moi une bière. » Donc c'est ça la licence Beerware. Donc on voit là qu'il y a quand même une gamme de restrictions là-dessus. Et puis, il y a quand même des licences qui sont un peu bizarres aussi. Et là, c'est un peu un clin d'œil que je dis que faire lorsque les forces du mal s'emparent du logiciel. La licence JSON, c'est un langage essentiellement informatique dans le domaine des bases de données. Donc, c'est quelque chose qui est hyper utile pour aider les bases de données à communiquer entre elles. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que l'information est catégorisée d'une certaine manière dans l'une, une autre manière dans l'autre. Et pour s'assurer qu'ils communiquent, JSON, c'est un langage qui est très utile pour ça. Mais la licence JSON elle-même, pour ce langage informatique-là, pour beaucoup des composantes, on pourrait dire core ou fondamentales dans le fond, de ce langage-là, ils sont sous cette licence-là qui dit « This code will be used for good, not evil ». Et donc, il y a une restriction morale, si on veut, sur l'emploi qu'on peut faire du code. Et puis, c'est une vraie restriction contractuelle. Les gens sont prêts avec ça. Là. Et je disais qu'il y a une entreprise, je pense que c'est IBM, qui a dû contacter les auteurs, les détenteurs de droits pour dire « Regardez, nous, on fabrique des produits, on intègre votre code, mais on ne peut pas dire si les produits vont être utilisés à bon escient ou pas. Donc, s'il vous plaît, signez ici une espèce de renonciation à votre droit d'invoquer ça, et ça a vraiment été fait. C'est vraiment, il y a des gens... Donc, encore une fois, le point ici, c'est que plus on creuse dans l'open source, plus on développe des réflexes, puis on se familiarise avec les licences, mais il y a encore des petites surprises au détour. Il faut vraiment, à chaque fois, vraiment se pencher sur qu'est-ce qu'on a devant nous. À la base, par contre, la plupart, c'est pas la totalité des licences, vont avoir la première exigence qui est celle de l'attribution et l'avis de droit d'auteur. Donc là, ici, c'est tout simple, c'est juste de dire copyright, telle année, tel auteur, c'est tout. L'enjeu, par contre, certains auteurs vont appeler ça attribution stacking. Donc, c'est la tendance, c'est que ça, c'est bien beau, mais dans une application mobile, il peut y avoir jusqu'à peut-être 2000 librairies open source utilisées ou plus des fois, ou selon la complexité du logiciel, ça peut être énorme. Donc, attribution stacking, c'est de dire comment est-ce qu'on communique de manière intelligible toutes ces notices-là? Comment est-ce que pour l'utilisateur ultime, l'utilisateur de l'application qui veut s'enquérir de ce qu'il y a dans ça, comment est-ce qu'on rend ça pertinent et accessible? Puis ça, c'est pas évident là, parce que finalement, c'est très rare les gens qui vont aller fouiller et essayer de le trouver, mais encore là, la liste peut lister évidemment plein de composantes, plein de trucs, mais il faut encore les connecter à quelle utilité. Donc, c'est quand même un art d'aller vraiment respecter ces conditions-là, plus que vraiment juste faire du copy-paste. J'ai une question.
Oui. Au plan technique, comment est-ce que ça s'opère? Encore là, ça dépend beaucoup de dans quel modèle d'affaires on est, mais par exemple, dans une application mobile, ce qui est souvent fait, c'est qu'on va dans la section avis et avis de droit d'auteur et tout, on est supposé d'y retrouver. Donc on distinguerait d'un côté l'aspect peut-être plus juridique, du côté informatique, où normalement quand il commence une ligne de code, une nouvelle page, il devrait mettre en haut à droite le nom de la licence. Exact, parce que cette structure-là, où on attribue à même le code, ça c'est au niveau du code source. Et donc, le code source, c'est vraiment le livre de recettes d'un logiciel, et puis c'est ce que les gens regardent très privément. En fait, c'est ce qui est un peu en contradiction avec le logiciel open source, parce que le logiciel open source, lui, vient révéler son code source, vient révéler sa structure, sa hiérarchie. Mais une application mobile, par exemple, ne va pas distribuer son code source, va le garder vraiment sous couvert. Mais par le biais de ces avis-là, va signaler la présence de ces logiciels-là, puis idéalement expliquer aux gens en quoi est-ce que ça a été utile. Une autre tendance des logiciels, des licences de logiciels libres, c'est que personne ne se mouille vraiment sur la qualité du code qu'ils fournissent, puis c'est un peu normal, là, dans le sens qu'on fournit tout gratuitement, c'est disponible sur Internet, donc tous ces codes-là ces logiciels-là viennent sans garantie. Donc, c'est vraiment écrit en toutes lettres qu'il n'y a aucune représentation garantie faite par rapport à la qualité du logiciel. Un bon exemple des licences assez simples en matière d'open source, c'est la licence MIT, qui est évidemment la licence éponyme de l'institution au Massachusetts, et puis la licence BSD, qui est la licence de Berkeley. Et donc, ces deux licences-là sont toutes simples. Il n'y a pas vraiment tant de conditions restrictives. Là. En fait, c'est celle-là. Il faut que tu attribues. Ça vient sans garantie. Et tu ne peux pas l'employer d'une manière qui associe ou qui sous-entend une association avec l'auteur. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est assez facile à s'y conformer. Pour aller plus dans les obligations un peu plus onéreuses au niveau du logiciel open source, certainement la plus onéreuse, c'est l'obligation de redistribution du code. Donc là, avant vraiment d'expliquer ça en détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez là, vraiment un logiciel comme une espèce de gros pain aux fruits secs, un plum pudding, ou peu importe l'analogie. Puis à l'intérieur, tous les petits raisins ou autres, c'est toutes des petites composantes, des petits logiciels qu'on a mis. Mais le pain lui-même, c'est peut-être ce qu'on a nous-mêmes codé. Donc c'est vraiment, il y a un tout, qui est le logiciel, mais à l'intérieur, il y a plein de petites composantes qui sont open source ou encore qui peuvent être propriété de tiers et on a obtenu une licence et on l'a intégré puis on en fait un emploi qui est prévisible. L'obligation de redistribution, ce qu'elle vient dire, c'est pour qu'un logiciel soit réellement libre, il faut que tout utilisateur lui-même le rende disponible ou accessible. Donc, l'obligation de le redistribuer est perpétuelle et elle est transmissible à tout utilisateur. Donc, c'est pas dire que tout le monde va partir une page Internet puis aller recontribuer le code. C'est-à-dire que quand on l'intègre, c'est évidemment seulement sous certaines licences, là, la GPL dont je parlais tantôt a cette obligation-là. Quand on intègre le code, il faut non seulement donner l'avis qu'on l'a fait, et l'avis de la notice de droit d'auteur, mais également donner accès au code source, c'est-à-dire donner référence à « je l'ai trouvé ici ce code » ou « il est disponible sur demande » ou encore d'autres moyens pour que cette disponibilité-là, cette redistribution-là opère vraiment. Le plus gros danger en logiciel open source, c'est qu'il y a la possibilité qu'un code se fasse contaminer par une de ces licences-là qui a des obligations de redistribution fortes. Je m'explique. J'ai parlé tantôt du pain et des petits raisins. Mais ça va bien quand tu as des petits raisins identifiables. Le problème, c'est que si ton pain, tu l'as pris, puis ton logiciel open source, c'est un colorant, puis tout ton pain est bleu, ben alors là, le bleu vient teinter. En tout cas, je ne sais pas si la comparaison est bonne, là, mais ça pour dire que c'est pas quelque chose qui est pris isolément. Et donc là, tout le pain en est victime, en quelque sorte, de cette obligation-là de redistribution. Et c'est pour ça que je dis que la structure même du code est essentielle à cette question-là. Là, je ne veux pas aller trop à un niveau technique d'architecture informatique, mais clairement, dans la licence GPL, par exemple, l'obligation de redistribution, elle est conditionnelle
C'est-à-dire qu'il y a une exception à cette obligation-là si le code, la manière qu'on utilise ou ce qu'on a développé en parallèle est un tout séparé et indépendant. Et puis là, on a un texte juridique qui dit « separate and independent », mais on a une réalité essentiellement informatique qui qualifie ça, là. Donc, c'est pour ça que je dis que l'architecture, la structure du code est importante, parce que c'est essentiellement comment on a fait appel à cette... souvent, on va parler de librairie open source parce que c'est carrément ça. Un logiciel, bon, le terme est bon, mais c'est plus des librairies. Donc, on parle vraiment de trucs qui font des fonctions très spécifiques. Donc, donc là, voilà, il faut que cette librairie-là soit maintenue un peu distincte et puis isolée, si vous voulez, dans la structure pour pas qu'elle contamine le lot. C'est souvent cette obligation-là, cette contamination-là, c'est un peu l'espèce d'épouvantail dont on sert souvent pour faire peur aux gens là, sur l'emploi de logiciels open source. C'est de dire « Oh my God, faites attention, ça va contaminer votre code, vous allez développer pendant 2 ans, puis tout va être public. » Moi, j'ai jamais vu cette obligation-là s'appliquer. Elle existe. C'est le genre de truc comme elle a un pourcentage très, très, très faible et un résultat tellement catastrophique qu'on a tendance à vraiment la surévaluer. Les problèmes de conformité en open source résident dans d'autres genres d'obligations. Là, c'est possible, mais c'est relativement plus rare parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que si quelqu'un fait du copy-paste, pour ainsi dire, là, puis reprend des structures de code puis les insère dans d'autres, il va l'avoir fait avec plein d'autres codes. Et puis, la contamination de son code, c'est probablement le dernier de ses soucis parce qu'il va avoir des joueurs beaucoup plus agressifs que les détenteurs de licences open source pour venir le poursuivre en contrefaçon. Donc voilà, mais dernier petit point là-dessus, autant que la structure est importante, autant que bien connaître les règles dans les licences dont on sert nous permet aussi, je ne veux pas dire de les esquiver, mais de les respecter à la lettre. Puis de bâtir un code qui va faire appel à énormément d'open source, mais qui ne va pas être victime de cette obligation de redistribution. Donc, en quelque sorte, on peut parler ici peut-être d'une certaine mesure d'appropriation parce qu'on a un acteur privé qui se sert d'actifs qui étaient publics et qui se conforme minimalement à ses obligations et puis qui en fait emploi à toute fin. Mais encore là, évidemment, le bémol là-dessus, c'est que les avis, les attributions, l'obligation de communiquer aux gens où ils peuvent trouver les choses, c'est ça qui est supposé être le contrepoids à l'appropriation. Dernière petite question, c'est super intéressant. J'ai eu à traiter de cette question-là quelques petites fois. Qu'est-ce qu'on fait avec un objet physique qui a du logiciel open source? Parce que tout ce qui à la base de l'open source, en fait, puis j'aurais peut-être dû mettre ça un peu plus tôt dans la conférence, c'est qu'il faut qu'on parle de distribution de code pour que toutes ces obligations-là s'appliquent. Donc, si moi, je suis dans mon sous-sol et puis je monte un logiciel et puis je m'amuse, mais qu'il est seulement sur mon ordinateur et je peux faire ce que je veux, c'est que la seconde où je l'offre à quelqu'un d'autre ou que je le transmets, que toutes ces obligations-là de rendre le logiciel libre ou accessible s'appliquent. Donc, évidemment, quand je vends un objet physique, comme un téléphone ou un ordinateur ou encore une machine de nature industrielle, bien, cette notion de distribution-là, moi j'ai distribué le code. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, tout le logiciel qui est sous-jacent à une machine ou autre ou un ordinateur n'est pas tout le temps disponible. Donc, pour les objets physiques, pour beaucoup des licences, bien, pour la GPS surtout, il y a des obligations très claires. En fait, il y a une grosse exception, là, si on vend des biens pour le consommateur, il y a toute une manière qui est super facile de se conformer. On peut le faire juste dans notre petit manuel d'utilisateur, on donne référence à un site web. Et puis, sur ce site web-là, on divulgue quel est l'open source sous-jacent au logiciel d'opération du téléphone. C'est le cas avec tous les téléphones Android, en fait. Là, si jamais vous avez des Android, allez regarder dans votre manuel d'utilisateur, vous allez trouver les avis d'open source et puis où allez trouver le code. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'outils, de machines qui se qualifient pas d'outils pour les consommateurs. C'est vraiment, il y a beaucoup de failles dans la manière dont ça a été écrit. Et donc, l'obligation en fait formelle est d'offrir un CD ou une clé USB en même temps que la vente de l'objet avec tous les codes sources des logiciels. Mais je peux vous dire que c'est peut-être pas quelque chose qui est respecté fréquemment.
il y a certaines licences qui... et puis là, j'ai mentionné tantôt un peu rapidement que le domaine de l'open source, les logiciels libres, il y a beaucoup d'idéologie derrière, parce qu'il y a beaucoup de grands défenseurs de ces tendances-là, puis à bien, je pense que ça a été une contribution au débat vraiment exceptionnelle. Mais on voit encore beaucoup de relents de cette idéologie-là, de dire de contrer la commercialisation, de contrer l'appropriation. Donc, il y a certaines licences, rapidement, je dirais la Mozilla de mémoire, la Mozilla Public License, ils ont des restrictions à l'emploi commercial, c'est-à-dire que tout emploi du logiciel ne peut pas se faire à des fins commerciales. Là, c'est problématique parce que qu'est-ce qu'un emploi commercial? Est-ce qu'on parle vraiment d'une vente, d'une distribution, que je te vends un logiciel, ou moi, si je suis une entreprise puis je m'en sers à l'interne, est-ce que c'est un emploi commercial ou pas? Et puis, c'est pas tout à fait évident de tracer la ligne là-dessus puis de dire emploi commercial ou pas, parce que, essentiellement, c'est peut-être un peu ça l'ironie de la chose, qu'est-ce qui n'est pas commercial ces jours-ci. De manière plus importante, j'ai mentionné ces gens-là qui s'impliquent beaucoup dans la gestion des communautés open source. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des projets d'envergure open source, même sans grande envergure, c'est quand les gens contribuent leur code, bien, il y a toute une communauté autour de ça. Il y a des gens qui recontribuent, qui améliorent. Évidemment, tout code n'est pas parfait. Donc, les gens trouvent des réponses aux bugs qu'on peut trouver, recontribuent. Il y a beaucoup de dialogue. Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment des communautés qui se créent autour de grandes familles de logiciels open source qui vraiment, ça foisonne. C'est vraiment très intéressant. Mais à la fin de la journée, c'est un projet commun. Si jamais on se rend compte que quelqu'un l'a approprié, le logiciel, ou s'en sert pas à bon escient, ou ne respecte pas les conditions de la licence, qui est responsable d'aller faire la poursuite? Qui est vraiment le détenteur du droit d'auteur là-dessus? Parce que quand il y a de multiples auteurs, souvent ce qui arrive, en fait, la plupart des cas où il y a eu des poursuites liées au logiciel open source, c'était souvent ces organismes-là dont je parlais, les espèces de fondations, les organismes sans but lucratif, qui œuvrent dans le domaine de l'open source. Je pense notamment à la Free Software Foundation, qui vraiment se charge d'aller en cours pour faire respecter ces licences-là. C'est quand même très intéressant. Je vais revenir plus tard un peu à leur rôle aussi. L'exemple Cisco et Linksys est vraiment probablement un des exemples des plus grandes envergures de problèmes avec l'open source ou de situations qui ont été un peu plus fâcheuses. Linksys était le fabricant de modems qu'on connaît peut-être moins maintenant. Ça fait quand même, je pense, 5-6 ans qu'ils ont été achetés par Cisco, qui est comme vraiment le gros manufacturier d'équipements. Et donc, l'histoire veut que Linksys avait beaucoup de développeurs qui contribuaient beaucoup aux communautés open source. Et là, soudainement, quelques mois avant la transaction, ils sont devenus très silencieux. Ils ont arrêté de contribuer. Et puis, quand la transaction elle a été annoncée, c'est-à-dire l'achat par Cisco de Linksys, beaucoup de gens ont soupçonné que ces gens-là avaient réalisé que la compagnie avait approprié des logiciels open source. Et puis, un peu pour faire taire le tout, c'était un peu caché dans les buissons. Et puis, c'est effectivement ça qui est arrivé. Il y a eu une poursuite qui n'a pas malheureusement été réglée hors cours, donc on n'a pas vraiment de jugement super fort là-dessus dans ce cas-là. Mais on sait c'est quoi qui a été les conséquences pour Cisco. En fait, les conséquences pour Cisco dans ce contexte-là ont été d'embaucher un consultant à temps plein pour la gestion de l'open source, qui était évidemment quelqu'un qui était membre de la Free Software Foundation, de faire des formations obligatoires à toute l'équipe de programmation, de payer des dommages, évidemment, pour les coûts que ça a occasionné d'amener la poursuite. Puis je pense une contribution à la Free Software Foundation aussi, à la hauteur, je pense, de 5 millions, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même intéressant de voir aussi que même si à la base, c'est une logique qui est différente aussi dans l'esprit communauté, mais aussi les solutions qui sont cherchées quand il y a un problème, c'est vraiment pas dans le prisme « Ah ben je vais te claquer une poursuite de 50 millions puis tu vas payer ». La logique « tu vas payer » n'est pas tellement présente. C'est vraiment d'honorer ces engagements-là envers l'open source. Donc encore là, ça demande un peu... c'est quand même très intéressant. Il y en a d'autres exemples, des causes en open source, si vous cherchez rapidement. Il n'y en a pas des masses, donc vous allez quand même tomber dessus assez rapidement. Est-ce que, quand on contribue à un logiciel open source, est-ce qu'on a l'obligation perpétuelle de le faire?
parce que, comme je disais au début, ben, finalement, il faut toujours maintenir cet accès-là au logiciel. Est-ce que dans le temps, cette obligation-là, elle est perpétuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui nous suit? Ou est-ce qu'un jour, on peut dire, ben voilà, merci, au revoir, logiciel, je te le reprends ou je te laisse dépérir? Donc, c'est ça que j'ai dit. Sommes-nous prisonniers de la liberté des logiciels? Dans les faits, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur projet open source. Puis ça, c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, si tu maintiens du code pendant super longtemps ou il est moins utile à tes projets, tu le laisses tomber. Et puis quand tu le laisses tomber, on parle de projets abandonnés qui sont plus améliorés. Donc, par exemple, s'il y a des bugs, ben, ça repose un peu sur l'utilisateur à aller les corriger. Et puis là, s'il les corrige, ben, il faut qu'il recontribue sa solution. Mais les auteurs même, s'ils ont accès à des sites comme GitHub que j'ai mentionné plus tôt, ben GitHub va les héberger, ces logiciels-là, puis dans le fond, eux s'engagent presque à avoir cette obligation perpétuelle-là. Mais comme auteur, on n'a pas une obligation positive de maintenir le logiciel, mais on a une obligation positive de maintenir dans l'état où il est quand on a décidé qu'il était open source. Je m'explique. On parle de fork dans la communauté informatique. Et puis fork, on parle vraiment de fourchette, à la croisée des chemins. Et puis, ça se fait, et puis c'est compatible avec les licences open source de dire, ben voici, au jour 1, je contribue mon logiciel en mode GPL. Au jour 100, mon entreprise, elle s'en va dans des directions assez intéressantes avec ce code-là, mais, par exemple, je suis quand même capable de respecter la notion de code indépendant et séparé, l'œuvre distinct dans ma structure. Et là, je dis, mais en faisant ça, peut-être qu'il y a des avantages commerciaux que je ne veux pas rendre accessibles. Peut-être qu'il y a d'autres aspects, parce que le code, on révèle beaucoup là-dedans, beaucoup par exemple au niveau de la structure des bases de données ou de l'information qu'on traite. Donc, il y a des intérêts quand même légitimes aussi à vouloir cacher ces cartes un peu. C'est là que la notion de fork est utile. Parce que ce qu'on fait, c'est on sépare conceptuellement le code avec le code qu'on a rendu disponible open source, et on honore cette licence-là à dire sous tel jour, ben voilà, c'est sous GPL, mais à partir de tel jour, ben là, moi j'ai une licence commerciale, par exemple. Donc si tu es une entreprise, il faut que tu viennes me voir. Ça peut coexister en mode ouvert aussi, par exemple, parce que notre fork, c'est pas nécessairement un débat entre le rendre privé ou le rendre public. Ça peut être aussi je veux le rendre public, accessible, gratuit, sous une licence non restrictive à tout utilisateur qui est une personne physique, mais que toute entreprise doit contracter avec moi. On est libre de le faire dans la mesure où notre premier engagement, on ne le trahit pas. C'est-à-dire que dans la mesure où dans le futur, on garde ça. Les forks, c'est sujet à beaucoup de débats dans la communauté. Quand les développeurs, si vous voulez, se réapproprient leur code et le fork, c'est souvent super controversé parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qui serait sujet à cette première application, la ligne est où. Mais tout ça pour dire que c'est une appropriation, ni plus ni moins, qui est possible, mais qui n'exclut pas cet engagement-là initial de rendre les logiciels disponibles sous les conditions de la licence. Pardon, juste un autre point là-dessus. On peut avoir d'autres raisons aussi là, de vouloir changer de licence, parce que souvent, on parle de compatibilité. Comme je vous ai parlé tantôt, le pain avec les petits raisins dedans, ben, il faut tous les raisins ils goûtent la même chose essentiellement. Il faut vraiment reprendre cette analogie tellement boiteuse. Tellement ridicule. Donc, ce que je veux dire, c'est que entre eux, quand on fait un pain, ben, il faut qu'il soit distribué de manière compatible entre eux autres. Donc, il y a certaines licences qui ne sont pas compatibles, même s'ils sont dans la grande famille open source, qui ne sont pas compatibles entre elles. Donc, par exemple, super pratique, la JSON dont j'ai parlé plus tôt, qui restreint l'emploi à des fins immorales ou evil. Ben, si jamais je voulais faire quelque chose de evil, ben, peut-être que j'irais sur une licence MIT qui n'a pas cette restriction assez absurde. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça aussi. Entre les licences open source, il faut s'assurer de la compatibilité de celle-ci. Puis ça, vraiment, en vérification diligente, comme je mentionnais tantôt, c'est vraiment le gros mal de tête, il vient là-dedans. Parce que c'est vraiment là où il faut que tu te rendes à un niveau structurel là, du code pour vraiment comprendre qu'est-ce qui peut être considéré comme un même pain, pour ainsi dire. Donc, c'est ça. Dans l'interprétation des licences,
il y a de la jurisprudence, il n'y en a pas énormément. Il y en a surtout aux États-Unis, un peu en Allemagne, à ce que je sache, pas vraiment au Canada. J'ai mentionné le rôle des organismes indépendants comme la Free Software Foundation, qui joue un rôle vraiment important, névralgique même là, dans la communauté open source, mais c'est peut-être là ma petite critique là, parce que elles-mêmes ont vraiment puis c'est peut-être. Il y a beaucoup de juristes qui travaillent à la Free Software Foundation, qui a vraiment une équipe chevronnée de gens, mais il y a tellement c'est tellement dans le même prisme de pensée, je pense qu'il y a vraiment eu une capture réglementaire en quelque sorte, parce que les gens connaissent tellement bien leurs trucs, ils sont tellement convaincus au niveau idéologique, qu'eux-mêmes sortent des guides d'interprétation des licences. Ils sont exhaustifs. En fait, si vous voulez bien comprendre la licence GPL, il y a 2 guides en particulier là, qui font peut-être au total 600 pages, là, qui sont fascinant, mais en tant que juriste, il faut, je pense, prendre un pas vers l'arrière et dire c'est quoi ces guides-là? C'est essentiellement une partie à un contrat qui t'explique comment interpréter le contrat. Fait qu'il faut vraiment prendre ça au niveau, c'est super important de le comprendre, puis je pense que personne ou presque a fait un effort aussi exhaustif d'aller expliquer les mécaniques, mais reste que c'est l'interprétation d'une partie à son propre contrat. Fait que si on se rend dans nos règles d'interprétation, je veux dire, moi, si j'ai un contrat de service, je ne vais pas écrire le guide d'interprétation de mon contrat de service. C'est sûr que le billet m'est favorable. Donc c'est quand même intéressant comme aspect. C'est peut-être quelque chose qui ferait dresser les cheveux sur la tête de gens à la Free Software Foundation ou des gens, des activistes, essentiellement dans ce domaine. Puis je ne veux pas amoindrir aucunement les contributions et l'avancement que ça a pu apporter, mais reste que faut aussi, pour moi, l'ultime, les personnes, les institutions qui vont interpréter les contrats, ça reste les tribunaux. Suffit par contre de les faire comprendre la nature technique de la chose. J'allais rajouter qu'il n'empêche qu'une fois que le guide est soumis au public, la personne qui va utiliser la licence, en principe, va pouvoir y avoir accès. Et donc, s'il n'y a pas de contestation à travers le temps, ça prend un poids, me semble-t-il, qui fait en sorte que là, c'est comme si la licence elle-même était incluse à l'intérieur des guides, puisque le temps. C'est vraiment. C'est un super bon argument, mais encore là, le guide, par exemple, dans le texte de la licence, n'est pas intégré. Donc, on parle d'un document. Fait que vraiment, le droit civil, on pourrait dire que c'est même, je le plaiderais, là, qu'on parle d'un contrat d'adhésion avec une clause externe qui n'a pas été intégrée dans le contrat. Fait le document externe auquel on réfère n'a pas de valeur. C'est même, je le ferais. Puis là, même s'il est intégré, je serais encore, OK, ben là, c'est une clause externe, c'est un contrat d'adhésion, puis j'irais, est-ce qu'elle est abusive? Et c'est ça qui est le fun, en fait, dans le domaine, parce que quand on se remet on met notre petit chapeau de contrat, c'est super cool d'aller parler de ces outils-là, mais c'est vrai que dans la communauté, la valeur du guide GPL est comme un peu cristallisée. Là. On sait un peu dans quoi on s'embarque. Mais encore là, dans cette licence-là, reste que qu'est-ce qu'une œuvre distincte au sein même d'un logiciel? Pour moi, c'est une question de droit d'auteur. Puis c'est une question de droit d'auteur dans le pays où c'est amené devant les tribunaux, parce que ces licences-là n'ont pas de clause d'élection forte. Aucune. Parce que si ça serait contraire à la liberté des logiciels. Si tu amènes tout le monde en arbitrage en Californie, ça ne marche pas. Donc, il n'y a aucune clause d'élection de force, il n'y a aucune clause d'interprétation juridique. Donc, ça ne dit pas c'est soumis aux lois de la Californie. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que le guide d'interprétation est super utile puis donne des parfaits exemples sur comment se conformer. Mais reste que ça joue sur des qualifications qui sont essentiellement juridiques. N'empêche que la valeur morale, par exemple, de Héron, l'interprétation, elle va évoluer à travers le temps selon le contexte aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une marge de manœuvre et que ça contribue quand même au débat. C'est certain qu'ils sont utiles. C'est juste que je pense pas nécessairement que ça serait le guide ultime de tout ce qui est vrai ou faux. Je pense qu'en fait, la vraie barrière, c'est plutôt de faire comprendre à un ou des juges ce avec quoi on travaille. Puis on l'a vu récemment avec
la cause Google et Oracle en Californie, une cause super fascinante, qui n'a pas trait au logiciel open source tant que ça, parce que c'est sous une licence privée, mais on parlait d'API. Donc API, c'est... j'arrive pas. OK, fait que si les logiciels, c'est des pains, mais si on fait un sandwich, la viande entre les deux, c'est l'API. Donc c'est un logiciel qui permet à deux logiciels de se parler. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'API il est purement fonctionnel. Vraiment, il dit si le logiciel A fait A, ça veut dire B. Donc au niveau du droit d'auteur, le seuil c'est quand même limite là, en termes de créativité, d'effort créatif, là, parce que c'est strictement fonctionnel. Puis en droit d'auteur, à la base, les fonctionnalités ne peuvent pas être sujet au droit d'auteur. C'est l'expression des idées, c'est pas les fonctions. Donc, ça pour dire qu'il y a 19 lignes de code sur quelque chose comme 100 millions de lignes de code, 19 lignes qui ont été reprises dans du logiciel Android développé par Google, par un développeur qui travaillait chez Java, qui a été racheté par Oracle, donc 19 lignes. Et puis ces 19 lignes-là ont fait l'objet d'un procès super médiatisé qui parlait aussi vraiment des limites du droit d'auteur américain, la notion de fair use. Mais le débat réel, c'était un procès devant le jury en plus. Là, vous imaginez 12 de nos collègues américains citoyens devant cette question complexe qui est c'est quoi la limite du droit d'auteur, c'est quoi un API, est-ce que ça se qualifie, puis le débat a complètement été escamoté par la notion de fair use. Puis vraiment dans comment l'analyse a été faite, c'est complètement bizarre, puis ça code pas là, avec le droit américain. Mais heureusement, ou vraiment tristement plutôt, là, Google a en fait caché de la preuve dans cette instance-là. Et puis il y a un nouveau procès qui a été ordonné, donc peut-être que cette fois-ci on va avoir quelque chose d'un peu plus... Mais c'était juste pour dire que ce même débat-là, par exemple, c'était la parfaite occasion pour aller expliquer elle est où la limite. Et parce que c'est ça aussi, il faut remonter en amont. Là. On parle de logiciels qui font l'objet d'un droit d'auteur. Donc voilà. C'est ça, vérification diligente à la valeur dans les entreprises. Ben, ça, j'en ai parlé un peu, j'en ai glissé un mot au début. Ça arrive là, qu'on fait des recommandations quand on représente des investisseurs, de dire il y a vraiment un problème d'open source, ça pèse dans l'évaluation. Ou au contraire, ils ont géré ça avec tellement de diligence que c'est un facteur positif. Donc, vraiment, en tech, là, c'est quelque chose qui est super important. Moi, quand je conseillais des startups, on partait dès le début. Là, moi, je m'assoyais avec les programmeurs et je disais, OK, quand vous allez vouloir vous faire financer dans 6 mois, dans 1 an ou la semaine prochaine, voici ce que je vais vous demander. Donc, alignons le tir maintenant plutôt qu'à genre 10h un jeudi soir quand les investisseurs rentrent en place demain. Là. Ce qui a déjà été fait. Donc, petit mot de la fin. Évidemment, question après à Kimi Murray, c'est comme vous voulez. Donc, c'est ça. Il faut vraiment regarder l'architecture du code. C'est ça qui est à la base. Puis, c'est ça qui est cool comme dans ce sujet-là, c'est de vraiment dire, OK, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'idéologies, on a beaucoup d'outils comme juristes là-dedans. Mais honnêtement, les personnes que je connais qui comprennent le mieux les licences, puis comment les faire jouer ensemble, puis comment vraiment s'assurer des limites, c'est des programmeurs. C'est des programmeurs qui ont été conscients de ces enjeux-là, qui vraiment... moi, j'ai énormément appris de ces gens-là, donc c'est vraiment un exemple d'intersectionnalité, là, vraiment le niveau technique de technologie d'information et le droit là-dessus, là, on est à la limite. Puis je pense que ça nous fait du bien, là, des fois, là, les avocats, de descendre un peu de notre piédestal, là, puis de se faire dire, non, c'est pas comme ça que ça marche parce qu'au niveau technique, c'est pas comme ça. C'est ça qui est le fun, parce que notre analyse, notre valeur ajoutée, elle commence là où on a compris l'architecture. Puis dans les faits, honnêtement, c'est un sujet super intéressant. L'appropriation des logiciels libres, on parle beaucoup de notions qui pourraient être contradictoires, qui demandent vraiment d'aller regarder les licences elles-mêmes. C'est certain que j'ai tracé un portrait assez vaste. Si vous voulez voir un peu les exemples des licences un peu plus restrictives, je vous conseille vraiment la GPL, la LGPL. Et c'est sûr que dans les faits, là, il y a une vaste appropriation, là, juste factuelle. Les gens ne se confondent pas à leurs obligations, ne les comprennent pas.
c'est vraiment beaucoup plus tard, si leur entreprise prend de l'essor, que ça devient une variable. Ou dès le début, je veux dire, des programmeurs qui ont ça à cœur, évidemment, vont vraiment le respecter. Mais on pourrait vraiment tracer des parallèles avec tout bien public, là. Que ce soit vraiment là, au niveau économique, un bien public va avoir tendance, s'il n'est pas bien géré, à être surexploité, mal exploité. Puis les logiciels, je pense que c'est pas très différent, malheureusement. Mais c'est le fun, c'est une thématique qui est d'actualité parce que quand on parle de logiciels en mode cloud ou de tout ça repose sur une architecture absolument fondamentale de logiciels libres. Donc voilà, c'est un peu le... J'espère que vous avez profité de la conférence. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me parler.